Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce qu'il y a des éclaircissements à demander? Les gens de Douala, Douala et Douala Yaoundé, il n'y a pas de questions? Ils sont là? Ils sont là, monsieur. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Tout était clair? Pas encore, monsieur. Me demande alors s'il y a des questions, vous ne dites rien. Pas encore, monsieur. Pas de questions. Ici, pas de questions non plus? Tout était clair? Bon, c'est que vous devenez très fort, c'est bien. Ok. Bien, donc, ce matin, on doit parler un peu des vibrations continues. Hein? Jusqu'ici, nous avons vu les systèmes à 1 degré de liberté. D'accord? Donc, on suppose qu'on a un seul degré de liberté. Ici, on a le cas, bon, c'est un cas simple, hein, c'est juste pour vous montrer comment on gère donc les vibrations continues. Ici, on suppose donc qu'on a affaire à une structure continue, c'est-à-dire une poutre, par exemple. Et donc, on veut trouver les vibrations transversales continues donc de la poutre. Système continu, ça veut donc dire qu'il y a une infinité de points matériels et donc une infinité de degrés de liberté et donc une infinité de pulsations propres, de la plus petite à la plus grande. Voilà. Donc, ici, c'est ça l'objectif ce matin. Alors, pour cela, vous voyez ici le modèle. Ça, c'est un volume élémentaire de poutre fléchie que j'ai isolé. Et ensuite, maintenant, on fait le bilan des efforts, on fait le DCL pour faire apparaître les efforts. Alors, si je fais une coupure dans la section X, j'isole un visseur. Alors, qui est donc moins T, moins M et moins N. Si je fais la coupure en X plus DX, alors j'isole également un autre visseur qui est N plus Dn, T plus Dt et M plus Dn. La flèche dans la section d'abscisse X, c'est ça que je note Z. Et c'est ça donc que je cherche. D'accord? C'est Z qui varie en fonction de X et de T. D'accord? Voilà. Donc c'est ça la vibration continue. Voilà. Bien. On peut mettre le poids dans un premier temps. Bon. Mais en général, on sait que le poids propre en flexion est toujours négligeable devant, par exemple, les forces extérieures. Et donc, je vais donc écrire l'équation différentielle qui va permettre de trouver Z. C'est ça l'objectif. Alors, pour cela, c'est très très simple. Je fais donc le DCL pour faire apparaître les efforts, le visseur de gauche, le visseur de droite. Ok, donc ça veut donc dire que l'élément a pour largeur dx si on veut. C'est parce qu'on passe de x à x plus dx. Absolument. Voilà. Alors, on fait donc le PFD projeté sur l'axe Z. Ça veut donc dire que la somme des forces est égale à m fois gamma, comme d'habitude. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, sur l'axe vertical, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai moins T, j'ai T plus DT, j'ai DW. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Le poids volumique multiplié par le volume. Voilà, et ceci est égal à m fois gamma. Alors, gamma, c'est quoi? Gamma, c'est l'accélération. Voilà. Gamma, c'est l'accélération. Donc, les T vont partir, il va donc rester ça. Mais dt, ce n'est autre chose que d rond de t sur d rond de x, dx, tout simplement. OK? Voilà. Et z2 point, ce n'est autre chose que d2, z sur dt2. Hein, parce que quand je mets le point là, c'est une dérivée partielle par rapport au temps. Absolument.
Donc, ça veut donc dire que l'équation différentielle de la déformée, si je néglige le poids propre, ça va donc faire ceci. Je repars d'ici. Alors, donc j'aurai donc, si je néglige donc le poids propre, ça veut donc dire que dt sur dx est égal à rho s dx fois d2z sur dt2. Mais la résistance des matériaux nous apprend que quoi? Ben, que l'effort tranchant, ce n'est autre chose que la dérivée du moment fléchissant. D'accord? Au signe près. Absolument. Donc, ça veut donc dire que D2M, d'accord, sur dx2, voilà, est égal à ρf. Mais la résistance des matériaux nous apprend toujours que M, c'est quoi? M, c'est EI, Y seconde. Hein? EI, Y seconde. Nous, on l'appelle EI, Y seconde. Mais notre Y ici, c'est Z, justement. La flèche ici, chez nous, c'est Z. Donc, ça veut donc dire que le moment, c'est EI multiplié par Z seconde. Z seconde, c'est donc D2Z sur dx au carré. Donc, au bout du compte, voici donc l'équation différentielle. Je dérive ici 2 fois. Je dérive encore ici 2 fois. Si EI est constant, je peux le sortir. Ça fait donc que j'ai dérivé là 4 fois. Et ici, j'ai dérivé 2 fois par rapport. Donc, voici l'équation différentielle. D'accord? Qui pilote donc la vibration et poutre fléchie. Ici, je rappelle que c'est Z que je cherche. Voilà. Bien, pour résoudre cette équation différentielle, on va toujours adopter le théorème de Bernoulli, c'est-à-dire le théorème de séparation de variables. Je pose que Z, c'est F fois G. F dépend uniquement de X et G dépend uniquement de T. À ce moment-là, ça veut dire que Z 2 points, c'est F fois G 2 points, parce que F ne dépend pas de T. De la même manière, Z 4 points, Z 1, 2, 3, 4, c'est F 1, 2, 3, 4 fois G, puisque G ne dépend pas de X. Ça veut donc dire que je peux écrire dans cette équation sur cette forme-là, F fois G 2 points est égal à ça. Maintenant, justement, pour séparer les variables, qu'est-ce que je fais? Ben, je classe tout ce qui est en T d'un côté et tout ce qui est en X de l'autre, tout simplement. Voilà. Donc, je dis donc que dans cette équation, si je passe G ici et je passe F là-bas, ça va donc dire que G2 points sur G est égal à moins EI sur O, est-ce que multiplie F1, 2, 3, 4 sur F. Bon, comment ceci dépend uniquement de T? Et tout ceci dépend uniquement de X. Si quelque chose qui dépend uniquement de T est égal à quelque chose qui dépend uniquement de X, ce n'est pas possible, à moins que les deux soient indépendants de X et de T. Donc, ça veut donc dire que si j'ai cette égalité, alors cette égalité est forcément égale à une constante plus, c'est-à-dire qui ne dépend ni de X ni de T. Voilà. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc, ça, c'est la mathématique. Hein. La physique est finie depuis là. Hein. La physique est finie depuis ici. Là. Hein. Après, le reste, c'est le calcul, hein, c'est la mathématique. Là. Donc, G2 points sur G dépend uniquement de T. F 1, 2, 3, 4 sur F dépend uniquement de X. Si ceci est égal à ça, alors cette constante est nécessairement pure, c'est-à-dire indépendante qui ne dépend ni de T ni de X. Absolument. Et donc, je peux donc écrire ceci. Ceci étant donc une constante pure. Alors, si ça, c'est une constante pure, à ce moment-là, je vais donc avoir ici un système d'équations. Je pourrais dire que G2 points plus oméga carré G est égal à 0. Tandis que ici, F4 moins F oméga carré fois S sur EI est égal à 0. À ce moment-là, maintenant, alors, je cherche G sous cette forme-là et F sous cette forme-là. Alors,
Si à ce moment-là, donc il faut donc que je réinjecte ces quantités-là dans les équations de départ pour identifier les constantes A et B. D'accord? Voilà. Alors, si je pose que alpha 4, c'est ce coefficient-ci. Si je pose que alpha 4, c'est ce coefficient-ci. Alors, la mathématique va nous dire F' est égal à ça, F seconde est égal à ça, F tierce est égal à ça, F4 est égal à ça. À ce moment-là, donc, je vais donc avoir ce système d'équations. Et puis, la mathématique nous dit que F va se mettre sous cette forme. 4 coefficients, dont les fonctions sont le cosinus normal, le sinus normal, le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Avoir F. Donc, et ensuite, maintenant, donc, la solution, donc, c'est F multiplié par G. G qui est là. G qui est là. G qui est là. Et F qui est là. OK? Voilà la solution. Bon, maintenant, pour appliquer ça à un cas particulier, un cas simple, par exemple, une poutre cantilever. Donc, ici, pour déterminer A et B, je vais utiliser. Pardon. J'aurais besoin de quoi? Pour avoir A et B, j'aurais besoin de quoi? Puisque la fonction dépend de T, j'aurais besoin de quoi? Des conditions initiales. Absolument. Alors que ici, pour avoir C, D, E et F, j'aurais besoin de quoi? Ici, une fonction de X. Là maintenant, j'aurais besoin de quoi pour trouver ces 4 coefficients? Ah oui, là, il faut... Pourquoi on parle de conditions initiales? Parce que c'est le... Maintenant, ici, c'est une fonction de X. On va parler de conditions aux limites. Puisque ici, c'est une fonction de... Alors que là, on a plutôt affaire à une fonction de... Ici, on parle de conditions initiales. On cherche une fonction du temps. Ici, on va plutôt parler de conditions aux limites. Puisque là, on cherche une fonction de X. Aux limites. Aux limites de quoi? Aux limites de quoi? Mais de la structure particulière qu'on va traiter. Aux limites de la structure particulière qu'on va traiter. Ici, on a combien d'inconnus? On aura besoin de combien d'équations? D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, on a 4 inconnus, on aura besoin de 4 équations. De même que ici, on a combien d'inconnus là? On aura besoin de combien de conditions initiales? En général, c'est la vitesse initiale de l'équation initiale. Donc ici, ce qui nous concerne, voilà, puisque ce sont les pulsations propres qui nous intéressent, en réalité, cette deuxième équation-là qui va plus nous intéresser. À ce moment-là, il faut donc voir cette poutre-ci, quelles sont les conditions aux limites. Je rappelle que Z ici, c'est la flèche. Z, c'est la flèche. Alors, comme Z, on a fait la décomposition d'après Bernoulli. Z, c'est multiplié par G. G, lui, dépend de T. Et F dépend de X. Donc, ça veut donc dire que là où on cherche les conditions limites sur Z, en réalité, ça faut nos conditions sur X. On est d'accord? Bien. Donc, ici, pour une poutre sévère, quelles sont les conditions? Alors, évidemment, en 0, la flèche est comment? La rotation est comment? Voilà, donc, c'est ça. Donc, en 0, la flèche est nulle et la rotation est nulle. Je rappelle que la rotation, c'est la dérivée de la flèche. Bien. Maintenant, en L,
je peux dire que le moment fléchissant est okay. Or, on sait que le moment fléchissant est de Z secondes. Hein? Rappelez-vous, M est égal à EI fois Z secondes. D'accord? Donc, si le moment est nul, ça veut donc dire que Z secondes est nul. De la même manière, l'effort tranchant ici est nul. Et l'effort tranchant, c'est la dérivée de. Donc, si la dérivée, c'est déjà Z secondes, si M, c'est déjà Z secondes, sa dérivée, c'est quoi? C'est Z tiers. OK? Donc, voilà les 4 conditions qui vont me donner les 4 équations desquelles je vais trouver les 4 constantes des dérivation. Donc, j'ai donc 4 conditions limites, 4 inconnues. Est-ce que tout le monde a bien compris les conditions limites là? Content. Je dois aller à Yaoundé là. Est-ce que vous pouvez recommencer sur Z secondes? Z secondes, oui. Alors, par définition, la RDM nous apprend que le moment fléchissant, c'est EI multiplié par la dérivée seconde de la flèche. Donc, ça veut donc dire que là où le moment s'annule, la dérivée seconde de la flèche aussi s'annule. Or, le moment s'annule ici en L. Pareil, pour l'effort tranchant. L'effort tranchant, c'est la dérivée du moment. Et si le moment, c'est Z secondes, ça veut donc dire que sa dérivée, c'est Z tierce. Voilà. Ça fait donc les 4 conditions. Maintenant, il suffit donc que j'écrive. Alors, Z de 0 est égal à 0. Je regarde, Z0, c'est quoi? Voici Z0. Si X est égal à 0, ceci vaut combien? Ceci. 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 Voilà. Et donc, C plus E est égal à 0. À ce moment-là, ça veut donc dire que C est égal à moins E. Ou bien E est égal à C. Maintenant, je passe à la dérivée. Je prends ceci et je dérive. Voilà. Voilà la dérivée. J'espère que vous savez faire quand même les dérivées. D'accord? Je dérive une fois. Je dérive 2 fois. Ça va donner ceci. Je dérive 3 fois. Ça va donner ceci. Bien. Maintenant, j'écris donc les conditions que j'ai là. Alors, la deuxième condition, c'est que quoi? C'est que Z' en 0 est égal à 0. Z' en 0 est égal à 0. En 0, ceci vaut combien? Ceci. 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 Donc, ça veut donc dire que Z' en 0 veut dire que D plus F est égal à 0. C'est-à-dire que F est égal à moins D. Ou bien que D est égal à moins F. Troisième condition. Nous venons de voir que Z seconde en L doit être égal à 0 et Z tierce en L doit être égal à 0. Mais j'applique. Voilà. OK. Alors, Z. Alors, je vais que tout le monde voit. Voilà Z. Voilà Z. Voilà Z seconde. Voilà Z seconde. Voilà. Donc, comme c'est égal à 0, tout ce qui est constant là, je peux balancer. D'accord? Je peux balancer les alpha carré, je peux les balancer. Ça s'en va. Alors, je vais donc avoir ici cosinus alpha L plus cosinus alpha L. Pourquoi? Ben parce que nous avons déjà vu tout à l'heure que E est égal à moins C. Donc, je peux regrouper les deux. De la même manière, nous avons vu que F est égal à moins D. Donc, je peux regrouper les deux. Et enfin, la dernière équation, c'est que Z seconde est égal à 0. Alors, pareil, ça veut donc dire que ici, je peux regrouper C. Ça veut dire que je peux regrouper ceci et ça. Ensuite, je peux regrouper ceci. Ce qui fait qu'au bout du compte, voilà les deux équations que j'ai. Puisque sur 4 équations, j'ai déjà éliminé 2. Il m'en reste 2 avec ce système d'équations. Alors, ce système d'équations, le voilà. C'est un système simple. Alors, ici, l'algèbre dit que quoi? L'algèbre dit ici que quoi?
L'algèbre dit que si ce déterminant est non nul, alors, si ce déterminant est non nul, vous avez fait l'algèbre, oui ou non? Hein? Vous avez fait l'algèbre, non? Même les BTS ont fait l'algèbre. Bon, voilà. Donc, même si vous restez une petite réminiscence, c'est un peu flou là. Cherchez dans votre tête comment vous faites encore. Hein? Hein? Bon. C'est ça, non? Voilà. Il faut répondre franchement. Hein? Il faut pas répondre franchement. Hein? Ah bon, elle dit non, hein? Ok, d'accord. Bon, que nous apprenons l'algèbre? Que si ce déterminant est non nul, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est pas sérieux ça quand même. Donc, quand même, c'est pas sérieux ça. Vous n'avez pas besoin de résoudre ce système de Cramer simple là. Si ce déterminant est non nul, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire nécessairement que C et D sont nuls. Si ce déterminant est non nul, ça veut donc dire nécessairement que C et D seront nuls. Et si C et D sont nuls, qu'est-ce que ça veut dire pour F? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire pour F? F sera identiquement nul. Et donc Z sera identiquement nul. Donc il y aura deux vibrations. D'accord? C'est ça que nous cherchons, hein? D'accord? Il ne faut pas perdre de vue ce qu'on cherche. Hein? Regarde. Si tout ça là est nul, ça veut dire que ceci est nul, quel que soit X. Ça ne correspond pas à ce que nous cherchons. D'accord? Voilà. Donc, il vaut mieux pour nous que ce déterminant-là soit comment? Il faut donc que ce déterminant-là soit... Donc, dans ce système d'équations algébriques, la solution non triviale correspond à la nullité du déterminant. D'accord? Parce que la solution triviale correspond à la non-nullité du déterminant, c'est-à-dire à la nullité de ses coefficients. Donc, la solution non triviale correspond à la nullité de ce déterminant. Absolument. Donc, j'écris le déterminant. Voilà. Si j'écris que ce déterminant-là, tout le monde peut voir le déterminant, mais ça, il n'y a pas de problème. Le voilà. Alors, tout le monde constate que ceci et ça, c'est la même chose. Donc, ça va faire moins ceci au carré, et puis moins ceci fois ça. D'accord? Je développe. Alors, ça, c'est le carré d'une somme. Le carré d'une somme. Et ça, c'est A moins B fois A plus B. Et c'est A carré moins B carré. Voilà. Alors, tout le monde connaît les identités et les identités trigonométriques. Donc, ici, il y a un 1 qui va partir avec celui-ci, un autre qui va partir avec celui-ci, ça va faire donc moins 2. Et celui-ci va rester. Donc, si ceci est égal à 0, ça veut donc dire que voilà l'équation que je suis en train de résoudre. Cette équation-ci veut dire qu'en réalité, que je peux écrire que cosinus hyperbolique de alpha L est égal à moins 1 sur cosinus simple de alpha L. Alors ça, en réalité, si je considère que ça, ce sont les équations de deux courbes, donc ça veut donc dire que je cherche l'intersection comme solution. L'intersection de ces deux courbes-là. Donc graphiquement, on représente cette fonction et cette fonction, et on voit là où elle se trouve, où est le point d'intersection. Alors, voici moins 1 sur cosinus alpha L, c'est ça, 1 sur cosinus alpha L. Et voici cosinus hyperbolique alpha L. Donc voilà. Donc, il y a ici l'asymptote qui sera 1, l'asymptote moins 1. Voilà. Et donc, voilà les points d'intersection. Ces points d'intersection-ci sont fonction donc de alpha L. Donc, je veux dire que ça, c'est alpha L1, alpha L2, alpha L3, alpha L4. Maintenant, comment est-ce qu'on a... Et puis, évidemment, ça continue. D'accord? J'ai simplement pris les 4. Puisque comme la structure est continue, ceci est infini. D'accord?
Voilà. Mais on montre que ce sont toujours les premiers qui sont les plus importants. Surtout la plus petite là, qui est la plus nocive. D'accord? Voilà. On va voir les exemples quand on va passer à 2 degrés de liberté pour voir en quoi en quoi consiste la nocivité. Hein? La nocivité de cette première pulsation propre, de la pulsation propre la plus faible. Voilà. Pulsation propre la plus faible. Bon, maintenant, comment est-ce qu'à partir d'ici, on a les pulsations? Bon, c'est simple. Il faut revenir, parce que ici, on a fait un changement de variable où il y avait alpha. Bon, il suffit de venir voir. Alors, alpha, je rappelle que alpha est égal à quoi? Allez, on peut regarder. On peut monter, vérifier alpha. On a posé que alpha est égal à quoi? Voilà. Alors, alpha, il est où? Alors, voilà, le voilà alpha. Le voilà alpha. Donc, vous voyez que alpha 4, c'est ça. Si alpha 4, c'est ça, ça veut dire que alpha 2, c'est quoi? Ça veut dire que alpha 2, c'est oméga fois racine de tout ça. C'est ça? Okay. À ce moment-là, c'est ça maintenant que j'utilise ici. Voilà. Je vous dis donc que alpha 1, L, est égal à 1,19 pi sur 2. Okay. Voilà. Ça, j'obtiens ceci de là, de ce tracé-là. Ça là, le 1,19 sur 2 là, je l'obtiens ici. En faisant comment? Alors, bonne question. En faisant comment? Ben, en projetant ça, parce que ça là, si tu traces bien ces deux courbes-là, ça là est gradué, non? Ah ben voilà, tu abaisses, tu lis. Tu vois que c'est une valeur approchée. D'accord? Voilà. Tu abaisses, tu lis. Donc, si c'est bien tracé, tu abaisses, tu lis ceci. Tu abaisses, tu lis. Tu abaisses, tu lis. Tu abaisses, tu lis. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, quand j'abaisse, je lis le premier. Donc, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que alpha carré, L carré est égal à ça. Mais, nous avons vu tout à l'heure que alpha carré, c'est quoi? C'est W que multiplie racine de rho S sur E. Et de là, j'en déduis donc que oméga 1 est égal à quoi? Oméga 1 est égal à ceci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une estimation de la pulsation fondamentale de la poutre, c'est-à-dire la plus petite et la plus nocive. La plus petite, vous avez vu que maintenant, la plus nocive, on va revenir dessus dans les chapitres prochains pour voir en quoi est-ce qu'elle est la plus nocive. Alors, maintenant, je prends la deuxième. Alpha 2L. 2,89 pi sur 2. Donc, je déduis que oméga 2 est égal à ça. Ainsi de suite, oméga 4, oméga 5, oméga 1. OK? Donc là, c'est un petit exemple, on va dire ça comme ça. Un petit exemple de vibration continue. Hein? Vous voyez qu'ici, je ne dis plus 1 degré de liberté, je ne dis pas 2 degrés de liberté. C'est une infinité de degrés de liberté. Ici, je me suis arrêté à 4. Mais sur la courbe, là, on peut continuer à lire. D'accord? Est-ce que tout le monde a compris cela? Est-ce qu'il y a des questions sur ce paragraphe? Oui? Est-ce que tout le monde a compris un peu? Non. Est-ce que vous avez compris au moins ce qu'on cherche? Hein? Quand j'ai eu 1 degré de liberté, j'avais donc une seule pulsation. Si j'ai maintenant une infinité de degrés de liberté, j'aurai une infinité de pulsations propres. Voilà. Et ici, notamment, les plus petites, j'ai pris les 4 premiers. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que c'est continu? C'est continu parce que cette courbe-là, je peux la continuer. Hein? Et puis, j'aurai n valeurs, hein, n valeurs d'intersection. Et les n valeurs d'intersection correspondent aux n pulsations
Bien, bon, en tout cas, je vous laisse ingurgiter tout ça. Après, on pourra revenir. Alors, maintenant, je vais passer donc au mouvement à plusieurs degrés de liberté. Notamment, bon, je vais m'arrêter simplement à 2 degrés de liberté. Parce que, bon, après, ça commence aussi à être compliqué. Si vous comprenez déjà bien au moins 1 degré de liberté et 2 degrés de liberté, déjà pas. Bien. Alors, étude du mouvement de système à plusieurs degrés de liberté. Rappel, la vibration d'une masse fait intervenir 3 forces, à savoir la force de rappel dans le ressort, la force d'amortissement fluide et la force d'inertie. Ça, je pense que maintenant, vous commencez à réciter ça bien. Alors, je rappelle que toutes ces forces-là, ce sont des forces qui s'opposent au mouvement. Toutes ces forces-là s'opposent au mouvement, c'est-à-dire qu'elles s'opposent à U et à l'excitation extérieure F2, F2. Le cas de 2 mobiles, prenons 2 mobiles dans ce cas-ci. Alors, j'ai un mobile M1 et un mobile M2. Donc, ce système est évidemment à 2 degrés de liberté. Pourquoi? Parce que le déplacement U1 du mobile M1 est complètement indépendant du déplacement U2 du mobile M2. Alors, tout le monde comprend bien que si M1 se déplace de U1 et M2 se déplace de U2, alors l'allongement relatif du ressort, c'est U1 moins U2. Est-ce que ça c'est bien? Une fois qu'on a dit cela, ben, on a tout dit. Si on dit cela, c'est qu'on a tout dit. Parce que, après maintenant, il faut simplement isoler les masses et faire le DCL. Ici, j'ai pris le cas où K et les K et les C sont identiques. Mais on peut tout à fait faire la même démonstration si on met ici K1, K2, C1 et C2. On peut absolument faire la démonstration avec ça. Donc, c'est pour ça que je précise ici que K et C peuvent être identiques, peu importe. Il suffit de comprendre la démarche. À ce moment-là, je fais le DCL. Bien. Si le ressort a une action qui est K fois Q1 moins Q2 sur M1, alors sur M2, il a son opposé pour que le ressort soit en équilibre lui-même. Ici, pour que l'amortisseur soit en équilibre lui-même, il faut que cela soit égal et opposé. Ici, pareil. Pour que ce ressort-là soit en équilibre, d'accord, il faut que ces 2 efforts-là soient égaux et opposés. Et ces 2 efforts-là, c'est quoi? Ben, ce sont les réactions du bâti sur les ressorts. Bon, ensuite, il ne faut pas oublier, évidemment, une force d'inertie et puis, éventuellement, une excitation externe. Maintenant, alors, l'équilibre. Voilà. L'équilibre. Supposons que je décrive l'équilibre de M1. J'ai combien de forces qui interviennent? Voici 1, 2, 3, 4. J'écris. Alors, parmi toutes ces forces-ci, donc il n'y a que F1 qui est positif. Voilà le sens positif que je prends. Donc, le sens positif que je prends. Si F1 est positif, la force d'inertie s'oppose au mouvement. Ceci s'oppose, ceci s'oppose, ainsi. Je développe. Avant de développer, je fais la même chose pour M2. Pour M2, quelles sont les forces en présence? Il y a l'inertie, l'excitation extérieure. Mais ici, attention, il y a cette force-là, celle-là, celle-ci et celle-là. Donc, ça veut donc dire qu'ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 forces. Alors, je fais pareil. Alors, F moins MU2, il est là. Celui-ci, c'est plus,
mais opposé à celui-là. Celui-ci, c'est plus, mais opposé à celui-là. Voilà. Je réduis tout ça. Donc, je fais F1 égale à tout ça. Tu fais le PF. Bien. Ici, pareil. Donc, maintenant, si je fais mettre ça sous forme matricielle, ça fait donc F1, F2 et ça, ça, ça et ça. On va appeler ceci la matrice de masse. Comme vous pouvez le voir, c'est une matrice diagonale. Ça, c'est la matrice des amortissements. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi une matrice. Ce n'est pas une matrice diagonale, mais c'est une matrice symétrique. Ça, c'est la matrice de raideur. Comme vous pouvez le voir également, c'est une matrice symétrique. Est-ce que tout le monde a compris cela? Revenez un peu sur le mécanisme même. Sur le mécanisme même. Sur le mécanisme de début, là, oui. OK. Alors, c'est ça. Je dis ceci. Si M1 se déplace de U1 et M2 se déplace de U2, alors l'allongement relatif dans le ressort, c'est U1 moins U2. Bien. Si l'allongement relatif dans le ressort, c'est U1 moins U2, alors la force dans le ressort, c'est K fois U1 moins U2. Mais pour que le ressort soit en équilibre, si cette force-là s'exerce de ce côté, son opposé doit s'exercer de l'autre, pour que le ressort lui-même soit en équilibre. C'est ça que je m'utilise comme ça. Pareil pour la force d'amortissement. Alors, une fois qu'on a fait cela, ben, il suffit maintenant simplement de sommer les forces et d'écrire l'équilibre, tout simplement. Voilà. Est-ce que je réponds à votre question là-bas? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que tout le monde a vu un peu comment, donc, on a déduit l'équation du mouvement de ce système à 2 degrés de liberté? Là, nous avons 2 équations. Et à partir de ces 2 équations, nous aurons 2, si c'est des vibrations libres, nous allons chercher donc 2 pulsations propres. Ainsi de suite. Bien. Alors, maintenant, on va passer à un cas où on a 3 degrés de liberté. Dans le cas, un cas avec 3 degrés C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Il n'y a aucune complication. Je dis ceci, si le déplacement de M1, c'est U1, et le déplacement de M3, c'est U3, alors l'allongement relatif dans ce ressort, c'est U1 moins U3. Si le déplacement de M1, c'est U1, et le déplacement de M2, c'est U2, l'allongement relatif de ce ressort, c'est U1 moins U2, exactement comme on l'a vu là-bas. Et ici, l'allongement relatif dans ce ressort, c'est U2 moins U3. Ensuite, j'écris les forces, voilà, en tenant compte du fait que et les ressorts et les amortisseurs doivent être en équilibre eux-mêmes, tout simplement. Donc, ça va donner ce système d'effort-là. Voilà. Donc, ici, s'il y a cet effort-là, dans ce sens, son opposé sera là. Cet effort-là, dans ce sens, son opposé sera là. Ainsi de suite. Pareil. Ça, ce sont les réactions de liaison. Hein? Où ça? Ici? Bien sûr. Pourquoi ça ne doit pas être 2 fois? Regarde, voici un ressort, voici un autre. Sauf que l'élongation de ce ressort-ci, c'est quoi? L'élongation de ce ressort, c'est quoi?
Pourquoi veux-tu que ça n'apparaisse pas? Pourquoi veux-tu que ça n'apparaisse pas deux fois? Donc, j'ai cet effort-ci, et là, j'ai cet effort-là. D'accord? J'ai cet effort-ci, et de l'autre côté, j'ai cet effort-là. Okay? Si je regarde ici, j'ai cet effort-ci, là, cet effort-ci, là, cet effort-ci, dans ce ressort, et ainsi de suite. C'est pas vos questions? Bien, après, bon, ben, on fait toujours là l'équilibre. Hein, c'est simple. Hein. Donc, si je prends, ici, comme j'ai 3 degrés de liberté, j'aurai donc 3 équations. J'aurai donc 3 équations. Ici, j'aurai donc, pour le premier mobile, j'ai combien de forces en présence? J'ai eu 2, 3, 4, 5, 6 forces en présence. Ben, je les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 forces. Pour le mobile numéro 2, j'ai combien de forces en présence? J'ai 1, j'ai 2, j'ai 3, j'ai 4, j'ai 5 et 6 forces en présence. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 forces. Par contre, pour le mobile numéro 3, j'ai combien de forces en présence? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 forces. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on regroupe. D'accord? On regroupe les termes. Voilà. D'accord? Il faut regrouper les U secondes, les U prime et les U. Ah, sous forme matricielle, ça donne donc ça. D'accord? Tout le monde connaît comment on va passer d'ici aux matrices quand même, non? Ça, c'est pas compliqué, non? Hein? Comment il faut passer d'ici aux matrices? Hein? Non? Et comment ça? Ouais. Il suffit de multiplier, non? Bon, regardez, ok. Pour la première ligne ici, regardez pour la première ligne ici. J'ai le premier membre qui est F1, d'accord? Ok. Maintenant, ce terme-ci, je fais ligne, si je fais ici ligne fois colonne, puisque ici c'est 0, 0, ça va bien me faire M1 fois U1, 2 points, non? C'est pas ça? Quand tu fais encore les soucis, non? C'est pas ça? Ah, c'est ce qu'il a mal aux yeux. C'est ce qu'il a mal aux yeux. Ok. Hein? D'accord? Ok? Donc, ici, ce premier terme-ci, c'est donc que vous avez fait ligne fois colonne. C'est ça qui fait donc M fois U1, 2 points. Bon, maintenant, je cherche les termes d'amortissement. Les termes d'amortissement, regardez, j'ai quoi? C'est 2 fois C fois U1 point. Le voilà. 2 fois C fois U1 point. Moins C fois U point 2. Le voilà. Moins C fois U point 2. Puisque je fais ligne fois colonne. Ça? Voilà. Et ensuite, maintenant, c'est quoi pareil. Si je regarde les raideurs, j'ai 2K fois U1, le voilà, moins K fois U2, le voilà, moins K fois U3, le voilà. D'accord? OK? Donc tout le monde comprend comment on passe comme ça de la ligne, comme ça aux matrices. OK? Voilà. Donc ici, je vais dire, voici la matrice de masse. Pour 3 degrés de liberté, matrice de raideur, matrice pour l'amortissement, matrice de raideur. D'accord? Bon, si je dois vous évaluer, bon, je ne peux pas vous évaluer sur 3 degrés de liberté, c'est déjà beaucoup. Hein? 3 degrés de liberté. 1 degré de liberté et ou bien 2 degrés de liberté. Que vous comprenez déjà, ça là, au moins, ça suffit. En tout cas, ce niveau-ci. Hein? Voilà. Mais ici, je fais ça pour que vous voyez que même si c'est 3 degrés de liberté, il n'y a pas de difficulté particulière à obtenir l'équation du mouvement.
D'accord? Bon. Mais normalement, quand j'interroge, bon, je prends soit un degré de liberté, soit... Si vous comprenez déjà ça bien, c'est que l'objectif du cours est atteint. Donc, si on revient donc à 2 degrés de liberté, donc voilà donc ce qu'on va obtenir. Voilà. Donc, ça là, vous pouvez même retenir. D'accord? Ça, vous pouvez même retenir. Bon. Mais ça là, il faut bien préciser que c'est le cas où les raideurs sont les mêmes. Alors, maintenant, souvent le TD, je vais vous demander ceci. Reprenez-moi cet exemple-ci. Mais au lieu de mettre les mêmes raideurs, vous mettez des raideurs différentes. C'est-à-dire ici, vous prenez que ça là, c'est K1. Et ça, c'est K2. Ceci, c'est C1. Et ici, c'est C2. Et vous me retrouvez l'équation. C'est ça. Tout le monde a compris le TD? Vous reprenez le TD, tout simplement. Mais au lieu de mettre les raideurs et les amortissements égaux, vous mettez des raideurs différents, des amortissements différents. Vous mettez ici K1, là vous mettez K2, là vous mettez C1, ici vous mettez C2. Vous reprenez exactement pareil et vous me trouvez l'équation. Donc là, ça va être en fonction de M1, M2, K1, K2, C1, C2. Tout simplement, comme tu dis. Okay. Bien, maintenant, nous allons voir donc, comment est-ce qu'on va obtenir. Supposons qu'on fasse maintenant, parce que ça, c'est l'équation du mouvement. Bon, comme d'habitude, si je dis ici que je dois faire les vibrations libres, qu'est-ce que ça voudrait dire? Si là, je dis que je cherche les vibrations libres, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que F1 est égal à 0, F2 est égal à 0. Ça, ce sont les vibrations libres. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Les vibrations libres non amorties. Ça veut dire que la matrice de raideur là est identiquement, la matrice, pardon, des amortissements là est identiquement nulle. Ensuite, exactement la terminologie pour le cas. Si je dis que les vibrations sont forcées, je ramène ça. Si je dis que les vibrations sont amorties, j'amène ça. Et la tendance même des résultats est absolument la même. D'accord? Absolument la même. À savoir que si les pulsations forcées sont proches des pulsations propres, j'ai un risque de résonance. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Voilà. OK. À ce sujet-là, regardez. Je ne sais pas si ce TD là encore ici. Je ne sais pas si le TD là encore là. Oui. Regardez si ce TD. Bon, voilà, ce TD là. Voilà. Regardez ce schéma-ci. Regardez ce schéma-ci. Si je vous demande, ce schéma caractérise quel type de structure? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Seulement en regardant le schéma comme ça. Ça, c'est quel type de structure? Ou bien combien de degrés de liberté? Pourquoi? Pourquoi 2? Pourquoi 2? Ça, c'est comme si vous aviez un diagramme de Bode pour un système à 2 degrés de liberté. Ou ici, où est la première fréquence propre? Où est la deuxième fréquence propre? Donc, ça là, ce sont les zones de... Absolument. Mais comme vous pouvez remarquer, la résonance pour 1 est plus forte que la résonance sur... Ça, ce sont des tendances. Mais bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la pulsation propre la plus petite est la plus nocive. Parce que vous voyez que là, s'il y a résonance à ce niveau-ci, ça casse plus que là. Vous voyez que, regardez l'amplitude ici, regardez l'amplitude là. OK?
Bon, on va revenir dessus après, hein, donc c'est juste pour... parce qu'on va corriger tout ça. On va corriger tout ça. C'est juste pour faire comment. Donc maintenant, je vais montrer donc comment, pour le système à 2 degrés de liberté comme celui-ci, on va trouver les pulsations propres. Pour cela, on va utiliser la méthode de superposition modale. Vraiment, vous ne pouvez pas sortir pour savoir ce que c'est que la superposition modale. Bien. Sur le plan théorique, ça a l'air un peu... Mais vous allez voir, quand on va faire l'application, c'est très simple. Mais théoriquement, hein, vous allez avoir l'impression que c'est un peu... Hein, mais il faut simplement suivre. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai intitulé dans le chapitre suivant Vibration libre d'un système. On pourrait ajouter non amorti. Vibration libre non amortie d'un système à 1 degré de liberté par la méthode de superposition modale. Car le 2 degrés de liberté. Bon, je vais appliquer après à 2 degrés de liberté. Mais l'exposé théorique, je l'ai fait avec un 1 degré de liberté. C'est quoi? C'est qu'à partir de cette équation, je vais trouver les pulsations propres. Bon, dans l'application, j'aurai 2. Mais ici, on peut dire que je veux trouver les n pulsations propres du système. Donc, pour cela, il faut donc que je résolve la vibration libre non amortie. OK. Alors, le principe de la superposition modale, c'est quoi? Je rappelle que ici, M, c'est la matrice de masse et K, c'est la matrice de raideur. Bon, ça, on l'a déjà vu. OK. La matrice de masse est une matrice diagonale. On dit que la matrice de raideur est une matrice symétrique. Matrice symétrique, K est égal à K transpose. Alors, maintenant, voici le concept de l'analyse modale. L'objectif est de trouver les pulsations propres et les modes propres du système. Et on déduit la vibration libre de chaque masse. Pour cela, on ramène l'étude de ce système de n équations à n inconnu à un système équivalent à un seul degré de liberté. En, premièrement, normalisant l'équation du mouvement par rapport à la masse et en réalisant une transformation de coordonnées pour se placer dans la base modale où les équations seront découpées. Alors, je vais essayer d'aller doucement hein, pour que tout le monde suive. Alors, je rappelle donc ici, on a un système à plusieurs degrés de liberté qui est défini par ça. On veut trouver la réponse libre pour les conditions initiales connues, x de 0 et x point de 0. Attention, ici, x et x point sont des vecteurs de dimension n. Okay. Première étape. On doit normaliser l'équation par rapport à la masse. La matrice de masse peut s'écrire M, c'est M1 demi fois M1 demi, parce que là, on va additionner ça 1 demi plus 1, ça fait 1. Okay. Et comme M1 demi, comme M c'est une matrice diagonale, M1 demi sera aussi une matrice diagonale, formée de racines carrées des masses. On va dire que c'est diagonale des racines de MJ. Alors, la matrice diagonale est inversible. Et son inverse, c'est diagonale de 1 sur racine de MJ. On fait un premier changement de variable. On pose que x est égal à M1 demi fois. Le système initial alors devient, alors on fait un changement de variable et on introduit donc Q. Si je multiplie cette équation par M moins 1 demi, on ne change rien au système. Il devient ça. Alors, on remarque que M moins 1 demi fois M moins 1 demi, c'est combien? Parce que si je multiplie, je dois additionner les expressions.
Moins 1,5, ça fait moins 1 plus 1, ça fait M exposant 0, ça fait l'identité. C'est une matrice. Bien. Alors, maintenant, ce qui est ici, voilà, on va poser que ça, c'est K tilde. M moins 1,5 fois K fois M moins 1,5, on va dire que c'est K tilde. C'est la matrice symétrique, on l'appelle matrice symétrique normalisée de la raideur. Alors, donc, vous voyez que ici, maintenant, j'ai l'identité fois Q plus K tilde fois Q est égal à 0. Voilà. Et si je transforme les conditions initiales, ça donne ceci. Q0 sera donc égal à M1,5 fois X0 et Q'0 sera M1,5 fois X0. Ça, c'est la première étape. La première étape consiste donc à normaliser l'équation par rapport à la masse. La deuxième étape consiste à trouver les directions propres et les valeurs propres de K tilde. Ça, c'est un problème de valeurs propres. Comment on fait les valeurs propres? Pour trouver les valeurs propres d'une matrice. On résout l'équation. Les valeurs propres d'une matrice. L'équation caractéristique, bien madame. On résout l'équation caractéristique, absolument. Voilà. On trouve les racines. On trouve les racines de l'équation caractéristique. Et l'équation caractéristique, c'est quoi? C'est que lambda I plus K tilde, déterminant de lambda I plus K tilde est égal à 0. Où les lambda sont les valeurs que, justement, on cherche. Absolument. Voilà. Donc, si on rejette dans cette valeur triviale et qu'on pose que lambda égale à pi carré, on est ramené à un problème typique de recherche de valeurs propres. Voilà. Ici, V sont les directions propres. Et les racines de l'équation caractéristique sont les valeurs propres. Alors, à chaque valeur propre lambda I correspond à un vecteur propre VI. Et K tilde étant une matrice symétrique et carrée, l'algèbre élémentaire nous enseigne qu'il y a n lambda I et n VI. Et tous les lambda I sont réels. Et toutes les coordonnées ou composants de tous les VI sont aussi réels. Les n lambda I sont trouvés en résolvant cette équation caractéristique. Ça, on l'a déjà dit. Ça, il n'y a pas de problème. Et les n vecteurs propres sont résolus comment? Et encore ici, on prend une valeur propre, comme ici, voilà, et on cherche plus. Attention, il faut préciser que il existe n vecteurs VI, et chaque vecteur VI a n composantes, puisque je suis en dimension n. Attention. Alors, les n vecteurs propres VI forment un ensemble de vecteurs linéairement indépendants qui peuvent être compris. La norme de V est définie par ça. Bon, vous savez normer un vecteur. Bon, on va insister dessus. Et pour nommer un vecteur, donc, on cherche le scalaire alpha tel que U soit égal à alpha V, qui est une norme unitaire. Et donc, on trouve que U, c'est-à-dire le vecteur normé qui correspond à V, c'est U égale à V sur norme de V. Et les vecteurs nommés UI satisfont à cette relation d'orthogonalité, à savoir que UI, UJ est égal à delta I. C'est-à-dire que si I est égal à J, c'est un produit scalaire donc qui vaut 1. Et si I est différent de J, le produit scalaire donne 0. Les vecteurs UI forment une base modale. On appelle donc la base modale autonome. D'où le nom de la méthode. Le nom de la méthode, c'est-à-dire la superposition modale. C'est-à-dire on superpose les modes, les n modes. OK? La superposition modale. Les UI sont alors dits orthogonaux et peuvent former une matrice orthogonale qui est P. Voilà. Bien, maintenant, dernière étape,
si on multiplie P puisque P est orthogonal, ça veut dire que P transposé par P, c'est I. Et P transposé fois K tilde fois P, c'est diagonale de lambda I. Où lambda I, rappelez-vous, ce sont les valeurs propres de K tilde. Okay? Et les K tilde, les oméga I, les lambda I sont les oméga I au carré, qu'on cherche justement. OK. Et maintenant, la dernière étape. Alors, la matrice orthogonale P est utilisée pour effectuer un nouveau changement de variable. À savoir que Q est égal à P fois R. En P multipliant par P transposé, on obtient ceci. Et P étant une matrice orthogonale, il suffit de prendre le lambda I comme oméga I au carré. Et cette transformation conduit à ça. D'ici, on va donc trouver, voici Léon, le résultat auquel on veut arriver à savoir qu'on a n équations qui sont complètement dépouillées et qui vont donner donc les oméga I. Si on exprime les conditions initiales dans la base modale, on a Q égale à ça, et ensuite, ça veut donc dire que R est égal à ça, et on repousse donc le chemin pour arriver à X. Alors, au bout du compte, on trouve donc que RI de T est égal à 6. Et donc, X de T est égal à 6. C'est ça que nous faisons. Ça. Donc, qui est égal à M moins 1 fois Q. Et comme Q lui-même est égal à P fois R, on peut donc que ça fait M moins 1 demi fois P fois R. OK? Et si on réduit ceci à R de T fois S, alors on fait apparaître les vecteurs phi, d'accord, qui sont formés de M1 demi fois P. Okay? Tel que P, c'est la matrice orthogonale de qui contient les différents mots. OK? Voilà. Et enfin, pour chaque masse chi, on va donc avoir que la vibration se met sous cette forme. Où AI et phi sont donnés à partir des conditions initiales. OK. Alors, ça, c'est le cas où le mouvement est non amorti. Si le mouvement est amorti, les vibrations de masse deviennent apériodiques quand le taux d'amortissement tilde augmente, exactement comme on a vu pour 1 degré de liberté. Okay. Alors, si le mouvement est entretenu, ça veut donc dire que chaque vibration de masse aura deux composantes. Une composante permanente, okay, qui pulse avec la pulsation forcée, mais avec un déphasage, et la composante transitoire, qui pulse avec la pulsation propre de la masse. Okay. Voilà donc exposé la méthode. Comme je vous le disais, bon, sur le plan théorique comme ça a l'air un peu touffu, vous allez voir, mais pour l'application, vous allez voir que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Je vais appliquer ça directement pour que tout le monde voit. Alors, supposons que voici l'application, supposons que j'ai un bâtiment comme celui-ci. Le bâtiment a 2 étages et je modélise cela donc avec 2 masses, M1 et M2. Alors, j'ai donc 2 raideurs également, K1 et K2. À ce moment-là, ça voudrait donc dire que voici la matrice de masse et voici la matrice de raideur. Alors, première étape, normalisation par rapport à la masse. Je calcule M1 demi. Comme la matrice de masse est une matrice diagonale, M1 demi, c'est tout simplement la racine des différentes masses. C'est-à-dire que ça va faire 3 et 1. M1 moins 1 demi, ça fait 1 tiers et simplement. Maintenant, K tilde, c'est-à-dire la matrice de raideur normalisée que nous venons de voir. Nous avons vu que c'est M moins 1 demi fois K fois M moins 1 demi. Multiplié. C'est pas compliqué. Alors, vous laissez d'abord ceci, vous multipliez ça par ça. Ça fait ligne fois colonne. Ça fait
27 sur 3, combien? Ligne fois colonne, ça fait 27 fois 0. Moins 3, ça fait combien? Ligne fois colonne, moins 3 fois 1 tiers. Et puis, 3 fois 0. Et enfin, ligne fois colonne, ça fait combien? Maintenant, je prends ça, je multiplie donc. Ce que je viens de trouver là, c'est le produit de ces deux-ci. On est d'accord? Ok, je multiplie avec ça. Ça veut donc dire que A tilde, c'est ça. Ligne fois colonne, ça fait combien? Ligne fois colonne. Ligne fois colonne. Ligne fois colonne. Maintenant, je trouve les valeurs propres. Les valeurs propres. Pour trouver les valeurs propres d'une matrice, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la caractéristique. Donc, je fais lambda i moins k tilde, le déterminant. Lambda fois i, c'est-à-dire ça va faire donc lambda fois 1, moins 3. Ici, ça va faire donc c'est moins k, donc ça va faire 1. Ici, ça va faire 1, et ici, ça va faire lambda moins 3. Le déterminant de ceci, ça donne quoi? Ça donne lambda moins 3 au carré, moins 1. Ça fait donc lambda moins 3. Puis ça, c'est une identité remarquable. Donc, je peux dire que c'est lambda moins 3 moins 1, facteur de lambda moins 3 plus 1. Ça fait donc lambda moins 4 et lambda moins 2. Je rappelle que je veux résoudre cette équation égale à 0. Ça, on dit que lambda est égal à quoi? 4 et 2. Absolument. Lambda est égal à 4 et 2. Si lambda est égal à 4, je vais chercher le vecteur propre V1. Alors, V1, ça va être quoi? Ça veut donc dire que 4 fois I moins 4 tilde fois V est égal à 0. Donc, ça fait ça. Donc, 4 fois 1 moins 3. Ici, 4 fois 0 plus 4. C'est ça? C'est ça, c'est 1 ou 4. C'est plus 1, pardon. C'est plus 1. Ensuite, 4 fois 0 plus 1 encore. Et ici, 4 fois 1 moins 3. Voilà. Ça fait donc que ici, je multiplie ici. 4 moins 1, ça fait combien? 4 moins 3, ça fait 1. Donc, ça va faire donc V1, 1 plus V1, 2 est égal à 0. Ici, on fait la même chose. C'est pour ça donc quand on résout ça là, on dit que cette équation système dégénéré. Parce que vous voyez, vous obtenez la même équation. Si vous obtenez la même équation, ça veut donc dire que vous allez donc trouver une variable en fonction de l'autre. Je vais écrire ici par exemple que V1, 1 est égal donc à moins V1, 2. Donc un représentant de V1, c'est quoi? Si je prends par exemple donc V1, 1, si je prends par exemple V1, 1 qui est moins 1, V1, 2 sera égal à... Donc ça veut donc dire que le vecteur propre qui correspond à lambda égale à 4 moins 1 et je fais la même chose pour la deuxième valeur. Pour lambda égale à 2, alors c'est pareil. Donc je trouve que le système généré c'est celui-ci. Donc V2, 1 est égal à V2, 2. Donc le vecteur propre c'est ça. Alors, donc voilà V1 et V2. Maintenant, il faut les normer, hein, puisqu'on a dit que ce sont les normes, ce sont les vecteurs normés. Alors, la norme de ce vecteur, c'est combien? La norme de ce vecteur, c'est combien? Vous savez plus nommer un vecteur. La norme de ce vecteur-là, c'est racine de 2. Donc maintenant, ça va faire donc racine de 2 fois 2. Et celui-ci, c'est racine de 2 sur 2 fois 1. On vérifie bien que la norme de ceci est 1. La norme de ceci est 1. Alors, je vais avoir quoi? Je vais avoir ceci au carré. C'est combien? 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Alors, regardez bien comment j'ai ce qu'on appelait P base orthogonale. Vous voyez que ce sont des choses qui sont extrêmement simples, même comme dans l'exposé théorique. Regardez, vous voyez que ces deux vecteurs, si U1 et U2, sont normés, puisque leur norme vaut 1, et en plus, ils sont orthogonaux. Si je fais le produit scalaire
de U1 fois U2, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Et donc, voici donc ce qu'on appelle la base modale. On appelle la base modale. OK. Alors, c'est la matrice P là qu'on appelle la base modale. On peut vérifier que P transposé est égal à P moins 1. Égal encore à P. On peut vérifier que P transposé est égal à P. Égal encore à P. Voilà. On peut vérifier également que P transposé fois 4 θ fois P, c'est encore lambda 1 et lambda 2. Ce que nous avons démontré dans le cours. Okay. Comment est-ce que maintenant on déduit les pulsations? Alors, mon sixième fichier pour M. Yamé. Dernier fichier. Je peux l'ouvrir à partir d'ici. Attends, je l'ouvre à partir de là. Non, pas ici. Attends, ici. Et bureau. Alors, vibration. Voilà. Le sixième est là. Absolument. Voilà. Alors, voilà. Comment est-ce qu'on génère maintenant les pulsations propres? Par définition, lambda i est égal à oméga i au carré. Donc, ça veut donc dire que quoi? Si oméga 0,1 au carré est égal à 2, ça veut dire que oméga 0,1 est égal à racine de 2. Si oméga 0,2 est égal à 4, ça veut dire que oméga 0,2 est égal à 2. Voilà les pulsations propres de ce système. Maintenant, il faut en déduire X. Alors, avant de déduire X, nous avons trouvé tout à l'heure les modes propres. Nous avons trouvé les modes propres tout à l'heure. Alors, nous avons, allons-y, nous avons S, qui est M1 demi fois P. M1 demi, le voilà. Voilà P. Ça donne moins 1 tiers 1 et 1 tiers 1. Et les phi, ce sont donc M1 demi fois UI. Alors, regardez ici les modes fondamentaux, c'est-à-dire phi 1 et phi 2. Alors, voici phi. Voilà phi. Ou le contraire, phi 1 et phi 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que ici, pour phi 1, là, pour phi 1, si U1 vaut 1, ou bien si U1 vaut 1, U2 vaut combien? Si U1 vaut 1, U2 vaut combien? Ou bien, si U1 vaut 1 tiers, U2 vaut combien? Si U1 vaut 1 tiers, U2 vaut combien? Ça veut donc dire que U2, c'est combien de fois U1? 3 fois U1. Voilà, regarde ici. U2, c'est 3 fois U1. Voilà ce qu'on appelle donc le premier mode propre, qui correspond à oméga 0, 1. Ça. Si je prends U1, 1 tiers, je prends l'autre, voici. Pour U2, pour le deuxième mode, si je prends U1, moins 1 tiers, l'autre c'est combien? Pour passer d'ici à là, je dois multiplier par combien? Après, voici. Alors, on dit que si ici j'ai 1, la masse 2 sera à moins 3. Bon, voici donc ce qu'on va donc appeler le premier mode et le deuxième mode. Pourquoi est-ce qu'on dit que celui-ci est plus dangereux que celui-là? Ici. Là, on va dire que les mobiles 1 et 2 vivent en phase. D'accord? Vous voyez qu'ils partent dans la même direction. Ici, les mobiles 1 et 2 vont vibrer en déphasage.
ici, quand celui-ci part de ce côté, celui-là part de ce côté. En matière de stabilité, quel est le mode qui sera le plus stable parmi les deux, c'est ça, d'après vous? Quel est le mode qui sera le plus stable parmi les deux là? Le deuxième. Hein? Le deuxième, évidemment. D'accord? Ce mode-ci est plus stable que celui-ci. Donc, ça veut donc dire que si le bâtiment va se détruire, il va se détruire avec quel mode? Le mode 1. Tout le monde comprend ça? Est-ce que tout le monde comprend ça? Que si le bâtiment doit se détruire, puisque ici les mobiles vibrent en, ici vibrent en, d'accord? Voilà. Donc, voici ce qui nous permet donc voici le résultat principal, hein, d'accord, de cette méthode de superposition modale. Deux choses. Premièrement, les sensations propres. Deuxièmement, les modes propres de vibration des masses. Ce sont les modes propres de vibration des masses. Bien, maintenant, les vibrations individuelles de masse sont données par quoi? Sont données par ceci fois A1 sinus oméga 0 1 T plus phi 1. Et deuxièmement, A2 fois, parce que ça, ce sont les modes là. Ce sont les modes là. D'accord? Ce sont ces modes là. On les appelle les grands phi, par opposition à ça, les petits phi. Et A2. Ensuite, alors, il y a combien d'inconnus ici? A1, rond 1, A2. On va trouver avec les conditions initiales. Parce qu'il ne faut pas oublier ici qu'il y a combien de mobiles. Sur chaque mobile, je peux écrire combien de conditions initiales. 2 fois 2, ça fait 1, 2, 3, 4. Bon, je sais que c'est beaucoup de choses à illustrer. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vais vous laisser au moins une semaine. Hein? Même si on fait court la semaine prochaine, ce ne sera pas en vibration, c'est ce que je veux dire. Hein? Donc, je vais vous laisser au moins une semaine que tout le monde essaie de gratter un peu tout ça tranquillement. Et après une semaine, on revient dessus. D'accord? On peut revenir dessus. Peut-être je peux proposer un autre exemple entre-temps, ou bien je peux le donner sous forme de télé pour que vous regardiez aussi. Et ensuite, maintenant, on revient. D'accord? Voilà. Après ça, j'aurai peut-être encore juste une ou deux séances, hein? Pas plus. Après ça, j'aurai encore peut-être une ou deux séances, pas plus.